Bonjour, mon nom est Amel Hicham et ceci est la deuxième partie d'une série de vidéos qui explique pourquoi je suis en danger. Je suis une citoyenne canadienne d'origine marocaine et dans la première partie, j'ai dit que je suis en danger car je risque d'être enfermée et de perdre tous mes droits alors que je n'ai rien fait contre la loi. Dans cette seconde partie, je vais présenter des documents qui montrent que la police canadienne a fait des actions qui ne respectent pas la loi et qu'une juge canadienne a fait un jugement qui va à l'encontre des droits qui me sont garantis. Je ne dis pas que tous les policiers canadiens font des choses qui ne respectent pas la loi ou que tous les juges canadiens font des jugements qui ne respectent pas l'essence de la loi. Je parle de ce qui s'est passé à partir du moment où j'ai découvert des infractions criminelles. Et quand je parle d'infractions criminelles, je parle de piraterie informatique. J'ai voulu parler de cette piraterie informatique et de liens avec une grande entreprise canadienne qui s'appelle Québecor et avec une personnalité canadienne qui travaille avec Québecor et qui s'appelle Mitsujelina. À partir du moment où j'ai voulu parler à la presse de piraterie informatique de Québecor et de Mitsujelina, on a essayé de faire croire que j'ai un problème mental. Donc, je vais dire vite ce dont j'ai parlé dans la première partie. J'ai eu une idée en 2008. J'ai commencé à développer un projet avec ma sœur, on cherchait des investisseurs. Je suis allée voir le 15 avril 2011 Mitsujelina. Je lui ai présenté mon projet à elle et à son mari. Ils ont beaucoup aimé notre projet. Il y a eu un échange d'emails entre nous. Voici un exemple de ces emails. Dans la première partie, j'en ai montré plusieurs. Par la suite, Mitsujelina a déclaré qu'elle allait faire une émission de télévision avec Québecor. Et nous, quand on a vu le concept de l'émission, j'ai écrit à Mitsujelina et j'ai mis en CC Québecor et je leur ai dit que le concept de l'émission était tiré d'une partie du concept que j'ai présenté à Mitsujelina. Québecor m'a répondu, ils m'ont dit que le concept leur appartenait et l'avocat de Mitsujelina m'a répondu aussi. Et j'ai parlé de ça en détail dans la première partie. Après cela, moi je n'ai plus jamais contacté ni Québecor ni Mitsujelina. Vers octobre 2013, là nous sommes en 2016, mais je parle des événements qui se sont passés en 2013. En octobre 2013, nous travaillons sur notre projet, ma sœur, moi et un informaticien. Moi j'étais au Canada, ma sœur en France. Et là, on s'est rendu compte que lorsqu'on travaillait sur un aspect de notre projet, on travaillait sur quelque chose et dans la même période, quelques jours plus tard, quelque chose de semblable était écrit dans une page de l'émission de Québecor. Donc c'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois et on s'est posé la question, comment est-ce que c'est possible qu'on travaille sur quelque chose et qu'une chose semblable apparaisse en partie donc dans la page de l'émission de Québecor. Et de toute façon, j'ai parlé en détail de cela dans la première partie et là, c'est là où on a découvert que nos ordinateurs étaient piratés, nos emails étaient piratés et que nos téléphones cellulaires étaient piratés. Je suis allée voir la police, je leur ai parlé de ce qui s'est passé, de la piraterie informatique, etc. Il n'y a pas eu d'enquête. Et quand j'ai vu la police, des personnes que je ne connaissais pas ont commencé à me suivre. Là, j'ai commencé à avoir peur. Parmi ces personnes, il y avait des hommes qui avaient une veste avec une marque de moto, donc il y avait des vestes de motards. Je suis allée voir la police, je leur ai expliqué, donc je leur ai dit ce qui s'est passé, il n'y a pas eu d'enquête. J'ai parlé à mon mari, je lui ai dit que mes emails étaient piratés. Il m'a dit, c'est entre toi et eux, tu me laisses en dehors de tout ça. Ma sœur, donc qui était en France, a contacté des journalistes. Et là, j'ai décidé d'aller passer quelques jours chez ma sœur en France et de parler aux journalistes de ce qui s'est passé. Et c'est le jour où j'allais à l'aéroport, alors que j'étais sur le point d'aller à l'aéroport, que mon mari a appelé la police et qu'il leur a dit que j'ai un problème mental. Et c'est de ça dont je vais parler dans cette vidéo. Donc le 12 décembre 2013, je suis allée chez des gens qu'on connaissait, mon mari et moi, pour leur demander s'ils pouvaient m'accompagner à l'aéroport. Ces gens-là ne savaient pas en détail ce qui se passait, la problématique que je vivais avec mon projet. Donc moi je leur ai dit en résumé qu'il y avait de la piraterie informatique, mais ils ne savaient pas vraiment ce qui se passait. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'emmener à l'aéroport. J'étais sur le point d'aller à l'aéroport. Mon mari a appelé la police. Il leur a dit que j'ai un problème mental. La police est arrivée. Je leur ai dit qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont dit, madame, votre mari nous a appelé, nous a dit que vous n'étiez pas en mesure de voyager.
Je leur ai dit, mais je suis déjà venue vous voir, je vous ai parlé du problème que j'ai eu, de la piraterie informatique, il n'y a pas eu d'enquête. Ensuite, je vous ai dit qu'il y a des personnes qui m'ont suivi, je vous l'ai dit, il n'y a pas eu d'enquête. Et puis un policier m'a dit, comment ces personnes qui vous suivent savent où vous êtes? Je lui ai dit, je ne sais pas, peut-être qu'ils utilisent un GPS dans ma voiture. Un policier, donc, ils ont appelé l'ambulance. L'ambulance est venue, l'ambulancière m'a vue. Elle a dit que j'allais bien. Un policier a quand même insisté pour que j'aille à l'hôpital. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis un policier m'a dit, où tu montes dans l'ambulance, où on te met les menottes. C'est-à-dire, ou bien je vais monter malgré moi dans l'ambulance, ou on va me menotter, me mettre dans une voiture de police et m'emmener malgré moi à l'hôpital. Donc, je suis montée dans l'ambulance, malgré moi, je suis allée à l'hôpital. Et là, une infirmière qui est spécialisée en santé mentale m'a vue, elle m'a fait un rapport excellent, comme quoi j'ai pas de problème mental, qui montre que j'ai pas de problème mental. Elle voulait me laisser sortir, mon mari est venu et il a insisté pour que je reste. Et là, j'ai été détenue dans une salle avec d'autres patients enfermés, une salle qui était fermée avec un gardien de sécurité. Et là, je me disais, est-ce que je suis au Canada, au pays des droits de la personne? Parce que là, moi, il y a eu des infractions criminelles, j'en ai parlé à la police et au lieu qu'il y ait une enquête, on m'emmène malgré moi à l'hôpital et on m'enferme. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les rapports de police et un rapport d'hôpital qui montre ce qui s'est passé. Mais avant de montrer ces rapports-là, je vais vous montrer certains articles de loi qui montrent d'abord que ce dont j'ai parlé à la police est des infractions criminelles et d'autres articles qui montrent que le fait qu'on m'ait emmené malgré moi ce jour-là, c'est fait sans qu'il y ait aucune loi. La loi qui aurait dû être utilisée ce jour-là, si moi j'avais vraiment eu un problème mental, mais moi j'avais pas de problème mental, donc le fait qu'on m'ait emmené malgré moi et qu'aucune loi ne soit utilisée, fait en sorte que ce qui s'est passé ce jour-là, c'est fait à l'encontre donc de la loi et je vais vous montrer ça en détail. Donc la première chose, là, je vais vous parler du code criminel. Et là, donc, je vais vous montrer quelques articles qui montrent comme quoi le piratage, la piraterie informatique, donc, c'est un acte criminel. Il y a plusieurs articles qui parlent de cela. Est coupable, l'article 184 du code criminel, est coupable d'un acte criminel celui qui intercepte volontairement une communication privée. Celui qui intercepte ou fait intercepter donc toute fonction d'un ordinateur, donc l'utilisation non autorisée d'ordinateur. On parle aussi dans le code criminel donc un méfait à l'égard de données informatiques quand on empêche ou gêne l'emploi légitime des données informatiques. Ça, c'était le code du criminel du Canada. Et dans le code civil du Québec, le Québec c'est une province du Canada. C'est écrit « Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée ». Ça, c'est l'article donc 35. Et dans l'article 36, qu'est-ce qui peut être considéré comme une atteinte à la vie privée? Eh bien, intercepter ou utiliser volontairement une communication privée. Donc, moi, quand j'ai subi de la piraterie informatique, ça a touché ma vie privée et c'est de mon droit d'en parler. C'est de mon droit d'aller à la police et de leur dire, je veux savoir donc ce qui se passe. Premièrement, que ce soit de la piraterie informatique, et deuxièmement, comment ça se fait que moi, je parle de choses d'une façon privée avec ma sœur, et puis que dans la même période, quelques jours plus tard, il y a des choses semblables qui vont apparaître donc en partie dans une page de l'émission de Québecor, et même pendant plusieurs mois, moi je parlais avec ma sœur au téléphone, et quelques jours plus tard ou le lendemain, il y a des choses semblables à ce dont je parlais qui ont été écrites par Mitsoujelina dans sa page Facebook ou sa page Twitter. Parfois, Mitsoujelina a même écrit, il est arrivé que Mitsoujelina écrive la même phrase que j'ai dite à ma sœur au téléphone. Donc c'est de mon droit de savoir comment est-ce que cela est possible, que moi je parle d'une façon privée avec ma sœur au téléphone et que Mitsoujelina écrive plus tard, qu'il lui arrive d'écrire des choses qui sont semblables à ce que j'ai dit. Donc toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Et dans l'harcèlement criminel,
il y a l'article 264 du Code criminel qui dit que c'est un acte interdit de suivre une personne de façon répétée. Et il y a aussi un article qui parle de l'intimidation et qui dit que c'est un acte criminel quand on intimide ou tente d'intimider une personne ou quand on suit avec persistance cette personne. Donc moi, j'ai été suivie, il est de mon droit de demander à la police, d'aller le dire à la police. Non seulement ça, mais il y a, dans une brochure gouvernementale canadienne, on parle du harcèlement criminel et on dit que le harcèlement criminel peut être subi de diverses manières, que ce soit par exemple le téléphone cellulaire, les systèmes de positionnement global, c'est-à-dire le GPS. Et donc le harcèlement peut se faire en utilisant le GPS. Et moi, c'est ce que j'ai dit à la police quand ils m'ont dit comment les personnes qui te suivent savent où tu es. Je leur ai dit, je ne sais pas, peut-être qu'ils utilisent un GPS dans ma voiture. Et dans donc cette brochure gouvernementale canadienne, c'est écrit pour se protéger d'un harceleur, il faut contacter la police. Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai eu du harcèlement, quand j'ai subi de la piraterie informatique, j'ai contacté la police. Alors, au lieu qu'il y ait une enquête, la police m'a emmené, malgré moi, à l'hôpital. Et là, je vous montre que pour aller dans un établissement de santé, dans un hôpital, nul ne peut être gardé dans un établissement de santé sans son consentement. Il faut qu'il y ait le consentement de la personne et moi, je n'ai pas consenti. Quand il n'y a pas le consentement de la personne, il faut que la loi ou le tribunal l'autorise. Et comment est-ce que cette loi autorise qu'on emmène quelqu'un malgré soi? Il faut qu'il y ait un danger grave et immédiat. Par exemple, dans le cas où une personne a un problème mental, il faut que cette personne donc présente un danger pour elle-même ou pour les autres. Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive sans l'autorisation du tribunal, comme il est prévu par la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui, la loi P38. Donc, si le danger est grave et immédiat, un policier peut utiliser la loi P38. Comme je vais vous montrer dans le rapport de police, la loi P38 n'a pas été utilisée. De toutes les façons, il n'y avait pas de danger grave et immédiat. Moi, je n'ai pas consenti à aller à l'hôpital. Et donc, tout ce qui s'est passé avec la police et par la suite dans l'hôpital s'est fait sans respecter la loi. Et cela a des conséquences légales que je vais expliquer par la suite. Là, je vous montre les documents de ce jour-là. Ça, c'est le billet d'avion qui montre que le 12 décembre 2013, donc, je devais aller de Paris, je devais aller d'Ottawa, prendre l'avion de 18h10, donc 6h10 pour aller à Paris. Et là, donc, mon mari a appelé la police, leur a dit que j'ai un problème mental. Et la police a écrit un mail, Hicham, personne avec troubles mentaux. Donc, ils ont écrit que j'ai un trouble mental alors que je n'ai aucun antécédent de trouble mental, tout simplement parce que mon mari l'a dit. Et là, je vais prouver que mon mari sait que je n'ai pas de problème mental. Et comment je vais le prouver? Premièrement, grâce à une lettre qu'il a écrite, c'est une lettre manuscrite qu'il a faite le 29 janvier 2014. Et dans les prochaines vidéos, je vais expliquer dans quelles circonstances il l'a écrite. Et dans cette lettre, il dit clairement: ma femme est totalement saine d'esprit et n'a jamais eu de problème mentaux. Il dit aussi: je confirme donc sur mon honneur et en pleine conscience que je n'ai jamais menacé et que je ne menacerai jamais dans le futur ma femme en disant qu'elle souffre de problèmes psychiatriques. Non seulement ça, mais il dit aussi: ces derniers mois, ma femme faisait face à beaucoup de problèmes de piraterie et de perte de données dans le cadre de son projet. Donc il dit qu'il sait que je subissais de la piraterie informatique et il dit clairement que ma femme est totalement saine d'esprit, n'a pas de problème mentaux. Ça, c'est donc une copie de la lettre qu'il a faite, ça c'est l'original. Comment est-ce qu'il y a aussi d'autres preuves? C'est que quand mon mari n'arrête pas de mentir, qu'il me dit à moi une chose, qu'il dit aux autorités autre chose, moi je l'ai enregistré et j'ai des enregistrements de discussions téléphoniques où il me dit à plusieurs reprises qu'il sait que je n'ai pas de problème mental. Donc par exemple en janvier 2015, c'est une année après les événements avec la police, une année après qu'il ait écrit la lettre manuscrite, il me dit: je peux te faire une lettre en 2015 qui dit exactement la même chose, qui dit ma femme n'a pas de problème psychologique. Et le 14 avril 2015, il m'a dit: tu peux m'imputer exactement ce que j'ai écrit dans la lettre,
ma femme n'a pas de problème mental. Et moi, j'ai des enregistrements de toutes ces discussions. Donc, le 14 avril 2015, il me dit, ma femme n'a pas de problème mental. Ce qui ne va pas l'empêcher 2 jours plus tard d'aller au tribunal, parce qu'il a fait une demande de divorce. Et dans cette demande de divorce, il a essayé de faire croire encore que j'ai un problème mental. Donc, 2 jours après qu'il me dit, ma femme n'a pas de problème mental, il va au tribunal et il dit, je crains toujours pour sa santé mentale. Donc, il ment sans arrêt, il ment aux autorités, il leur dit, il essaie de faire croire que j'ai un problème mental, et la question est pourquoi? La deuxième chose qu'il y a dans le rapport, c'est que on dit son conjoint arrive alors sur les lieux. Il mentionne qu'il y aurait mise en demeure de la part de Québecor contre Amel en raison d'harcèlement à l'égard de Mitsou. C'est-à-dire que moi j'aurais reçu une lettre de Québecor parce que j'aurais harcelé Mitsou Jelina. Ça c'est absolument faux. Mon mari sait que je n'ai harcelé personne et d'ailleurs voilà la preuve. Ça c'est la lettre que j'ai reçue de Québecor. Elle ne parle pas d'harcèlement. Elle ne parle que de l'émission de télévision et de mon projet. Donc pourquoi est-ce que mon mari aurait dit à la police que j'ai un problème mental et que j'aurais harcelé Mitsou Jelina le jour où je vais aller parler à la presse de piraterie informatique de Québecor et de Mitsou Jelina? C'est la question qui se pose. La troisième chose en regardant le rapport, c'est que ma version n'est pas là. Il y a seulement la version de mon mari et des personnes qui devaient m'emmener à l'aéroport, mais ma version n'est pas là. Où tout ce que j'ai dit à la police, et pourtant j'ai parlé longuement à la police, où je leur ai expliqué les infractions criminelles que j'ai trouvées, etc. Pourquoi ma version n'a pas été écrite? Et la quatrième chose qu'on peut conclure de ce rapport, voilà, c'est écrit, elle accepte d'aller avec les ambulanciers. Et moi, comme j'ai dit, je suis montée dans l'ambulance parce qu'un policier m'a dit, si tu montes pas, je te mets les menottes. Donc je suis allée malgré moi. Et c'est écrit ici, il n'y a eu aucune P38 appliquée. Donc la loi P38 n'a pas été appliquée. C'est-à-dire, et je vais parler plus longuement de ça un peu plus loin, c'est que moi je suis allée sans mon consentement, la loi P38 n'a pas été appliquée. Donc ce qui est en train de se passer là ce jour-là se fait dans des conditions qui portent atteinte à mes droits. Je suis arrivée à l'hôpital, comme j'ai dit, donc l'infirmière m'a vue. Elle dit que je n'ai pas d'antécédents. Elle va me faire un rapport excellent qui montre que je n'ai aucun problème mental. Donc, je n'ai pas d'idée suicidaire, pas d'idée homicidaire. Les opérations de la pensée, donc le cours est logique. Contenu, aucun délire, pas d'hallucination, etc. Orienté, niveau de conscience hyper alerte, mémoire intacte, etc. Et dans son rapport, elle écrit clairement, madame refuse de rester, donc je suis là-bas malgré moi. Et quelqu'un lui a dit, on ne dit pas c'est qui, que Québecor aurait mis des mises en demeure puisqu'elle les harcèle. Donc comme quoi moi, j'aurais reçu une lettre de Québecor parce que je les harcèle. Et comme je l'ai déjà montré, voici la lettre de Québecor qui ne parle pas d'harcèlement, qui parle de l'émission de télévision et du projet. La question est, qui a dit ça à l'infirmière? Pourquoi est-ce qu'on aurait dit à l'infirmière que moi j'aurais harcelé Québecor, que j'aurais reçu une mise en demeure? Pourquoi mon mari a dit à la police, comme quoi, selon le rapport, comme quoi j'aurais harcelé Mitsou Jelina? Donc l'infirmière, après m'avoir fait cet excellent rapport, elle voulait me laisser partir. Mon mari est venu, il a insisté pour que je reste. Et là, malgré que c'est écrit donc patiente ne veut pas rester, j'ai été mise en garde préventive sans que la loi P38 soit utilisée. Il n'y a pas eu de loi P38 utilisée. Pourtant, je suis restée malgré moi dans l'hôpital. Et là, je vous montre les conséquences légales du fait que la loi P38 n'a pas été appliquée. Alors, pour comprendre d'abord c'est quoi les droits et libertés qui ont été touchés ce jour-là, je vais vite vous montrer la Charte canadienne des droits et libertés, qui est une charte qui est encastrée dans la Constitution et qui est la loi suprême du pays. Et cette charte canadienne, elle garantit les droits et libertés. Ces droits ne peuvent être restreints, donc ne peuvent être limités que par une règle de droit. Donc il faut qu'il y ait une loi qui limite, il faut qu'il y ait une justification pour limiter ces droits-là. Donc chacun a les libertés fondamentales suivantes. Liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression. C'est ça ce qui est écrit dans la Charte canadienne des droits et libertés. Donc moi j'ai le droit de penser ce que je veux. J'ai le droit de penser que j'ai subi de la piraterie informatique, par exemple. D'ailleurs, j'ai la preuve que j'ai subi de la piraterie informatique.
Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir. Donc j'ai le droit de sortir du Canada. Chacun a droit à la liberté. Il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Donc on ne peut toucher à ma liberté que s'il y a vraiment une justification ou c'est-à-dire quelque chose que le droit peut justifier. Chacun a droit à la protection contre la détention. Chacun a le droit en cas d'arrestation et de détention d'être informé des motifs de son arrestation. Moi, on ne m'a pas dit pourquoi est-ce qu'on m'a arrêté, pourquoi est-ce qu'on m'a détenu. Chacun a le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. On ne m'a pas dit que j'avais le droit à un avocat. Et voilà ce qui se passe puisque ce jour-là, mes droits ont été touchés. C'est que si les conditions, il y a des conditions qui ont porté atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, puisque moi on m'a détenu sans raison, sans qu'il y ait mon consentement, sans que la loi P38 ne soit utilisée. Donc tout ce qui s'est passé ce jour-là ne peut pas être utilisé contre moi. Ne peut pas par exemple être utilisé dans un tribunal. On ne peut pas dire on l'a emmenée, la police l'a emmenée, elle a été dans l'hôpital, donc elle a un problème mental. On ne peut pas utiliser ça contre moi parce que tout ce qui s'est passé a été fait dans des conditions qui ont porté atteinte à mes droits. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis que tout cela ne peut pas être une preuve contre moi? C'est parce que mon mari va aller, et je vais vous le montrer, dans un dossier donc de divorce, il a dit que la loi P38 a été appliquée alors que ce n'est pas vrai. Sachant que si la loi P38 avait été appliquée, cela veut dire que la loi a été utilisée et donc qu'il est possible que ce qui se passe avec la police et l'hôpital soit utilisé contre moi au tribunal. Donc pourquoi est-ce qu'il a dit au tribunal que la loi P38 a été utilisée alors que ce n'est pas vrai? Donc là, je vais montrer la charte des droits et libertés du Québec. Le Québec, c'est une province au Canada. C'est là où se sont passés les événements et qui dit à peu près la même chose et il va y avoir la même conclusion. Donc tout être humain a le droit à la liberté, liberté d'opinion. Toute personne a droit au respect de sa vie privée, etc. Et là, une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte. Et donc moi, comme mes droits et libertés ont été touchés, qui ont été dans cette charte, je demande encore une fois au gouvernement canadien et québécois qu'on arrête les atteintes aux droits qui me sont conférés, donc auxquels j'ai droit grâce à cette charte-là. Et là, j'en arrive au fait que, puisque moi, j'ai été emmenée sans mon consentement, sans que la loi P38 soit utilisée, c'est que les preuves, donc, qui sont obtenues de manière irrégulière ou illégale doivent être exclues au procès. Et voilà l'article qui le dit, le tribunal doit même d'office rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Et donc, je répète, puisque la loi P38 n'a pas été utilisée, que j'ai été emmenée à l'hôpital dans des conditions qui portent atteinte à mes droits et libertés fondamentaux, donc le tribunal ne peut pas utiliser ça comme preuve contre moi, comme quoi j'ai un problème mental. Et là, je vais montrer que mon mari, malgré que la loi P38 n'a pas été appliquée, lui, il est allé le 3 août, il a déposé une demande au tribunal. Et là, il va dire que les policiers et ambulanciers qui sont intervenus sur les lieux ont appliqué la P38. Alors que ce n'est pas vrai, la question c'est pourquoi. Comme j'ai dit, sachant que si la loi avait été appliquée, il aurait été peut-être possible d'utiliser tout ce qui s'est passé dans l'hôpital contre moi. Ça, c'est sa signature. Non seulement il a dit ça, mais en plus, comme j'avais montré dans sa lettre, il avait dit qu'il savait que je faisais face à des problèmes de piraterie informatique. Eh bien, il est allé toujours dans ce dossier de divorce le 16 avril 2015 et il a dit, comme quoi ce dont je parle, la piraterie informatique, le cyberharcèlement, que la police n'a pas ouvert d'enquête, comme quoi tout ça c'est du délire.
Pourquoi est-ce qu'il va dire que c'est des délires, que ce n'est pas vrai, alors que premièrement, j'ai des preuves de la piraterie informatique. Deuxièmement, c'est un simple dossier de divorce. Pourquoi est-ce qu'il veut essayer de faire croire que les infractions criminelles que j'ai trouvées, la piraterie informatique n'est pas vraie? Et en plus de cela, il va encore mentir et il va dire « je crains toujours pour sa santé mentale ». Alors que j'ai montré avec les preuves, la lettre et les enregistrements dont j'ai parlé qu'il sait que je n'ai pas de problème mental. Ça, c'est sa signature, quand il a fait donc ce document. Là, je vais parler rapidement de ce qui s'est passé au tribunal. Pourquoi? Parce qu'il est important que j'explique le jugement que va faire une juge, la juge Suzanne Tessier, car ce jugement touche à mes droits et me met en danger. Mais je vais le dire rapidement parce que ce qui s'est passé au tribunal, il faut vraiment une vidéo pour tout détailler. Donc, en gros, moi, je suis allée le 9 juillet 2015, j'ai déposé un document et puis j'ai expliqué comme quoi mon mari, il avait donné des fausses informations à la police, que ce n'était pas vrai ce qu'il disait, qu'il a aussi falsifié ma signature, parce que j'ai découvert en plus de toutes les fausses informations qu'il a données, les parjures qu'il a fait au tribunal, qu'il a falsifié ma signature. Là, je vais vous la montrer. Et malgré que j'ai fait une plainte à la police, malgré que j'ai fait une plainte à un juge de paix, mon mari vit comme s'il était au-dessus de la loi. Voilà, ça c'est la signature qu'il a falsifiée. Ça c'est la deuxième signature qu'il a falsifiée. Et j'ai fait, donc, j'en ai parlé à la police, j'en ai parlé donc à une juge de paix. Pourtant, mon mari vit comme s'il est au-dessus de la loi. Et ça, c'est à partir du moment, depuis qu'il a dit à la police, le jour où je voulais parler à la presse, comme quoi j'ai un problème mental, il fait des actions illégales sans arrêt. Les autorités, il y a des autorités qui sont au courant et rien ne se fait. Donc, comme j'ai dit au tribunal comme quoi il avait dit des fausses informations. Tout ça, c'est dans le dossier de divorce. Et comme quoi il avait falsifié ma signature, qu'il avait fait des actions illégales. Ça, c'est donc, j'ai signé ça. Et il y a une juge qui s'appelle la juge Carole Terrien qui a décidé qu'elle allait entendre mes demandes. Et donc là, le 9 juillet, ça c'est le jugement du 9 juillet, là le tribunal a décidé que mes demandes allaient être écoutées. Et donc là, le tribunal est sur le point de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il va faire mon mari? Il va me répondre, il va répondre. Et il va dire plein de mensonges, comme quoi les policiers ont appliqué la P38. Il va dire tellement de mensonges. Et ça, c'est une chose qu'il a faite, et je vais le détailler plus tard parce que ça demande vraiment beaucoup de temps pour comprendre cette page-là. C'est parce qu'il avait donné des fausses informations aux impôts. Les impôts ont répondu, lui ont demandé plus de renseignements. Il m'a appelé, il m'a dit, tu fais une feuille et tu signes comme quoi ce que lui a dit aux impôts est vrai. Moi, j'ai refusé de mentir. Et là, il est allé au tribunal et il a demandé au tribunal de valider les fausses informations qu'il a dit aux impôts. Donc ça, je le dis vraiment en résumé. Je vais expliquer ça plus tard. Moi, quand j'ai vu tous les mensonges qu'il a fait, je me dis, mais c'est pas possible, ça c'est le tribunal, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il peut mentir à ce point? Et j'ai fait une requête et j'ai expliqué, j'ai dit non, la loi P38 n'a pas été appliquée et j'ai demandé à l'interroger. Parce que la loi me donne le droit de l'interroger sur la vérité des faits qu'il dit, pour montrer qu'il ne dit pas la vérité. Et là, il va me répondre, ça c'est ma signature, et il va confirmer que tout ce qu'il a dit est vrai, alors qu'il a dit plein de fausses informations. Moi, je me disais, je commençais, parce que en plus de cela, quelques jours plus tôt, après que la juge Carole Terrien ait décidé que le tribunal allait écouter toutes mes demandes, quand elle a décidé cela, moi après je suis allée au tribunal, j'ai cherché mon dossier, je ne l'ai pas trouvé, et on m'a dit au tribunal qu'il y avait une autre juge, la juge Suzanne Tessier, qui a pris mon dossier du tribunal, qui a décidé que c'était elle qui allait le juger, alors qu'une juge n'a pas le droit de décider quel dossier elle va juger. Et ça, la veille de la journée de l'audience, moi j'ai envoyé un email à 3h du matin à ma sœur, qui prouve que je savais, à 3h du matin, c'est qui la juge qui allait avoir, que c'était la juge Suzanne Tessier. Parce que là, j'ai vraiment commencé à avoir peur, parce qu'on m'a dit au tribunal
que la justice Tessier avait pris mon dossier, avait décidé de le juger. Mon mari qui dit tellement de mensonges et qui dit des parjures, ou bien je me dis, ou bien il est complètement irresponsable, ou il y a quelque chose qui se passe. Et effectivement, le 20 août, c'est la juge Suzanne Tessier qui a jugé et, entre autres, ce qu'elle va faire, elle va m'interdire de communiquer oralement avec mon mari. Je ne pourrai communiquer avec lui que par écrit et qu'à propos des enfants, sachant que moi, 2 jours avant, j'avais demandé à l'interroger et donc, en m'interdisant de communiquer avec lui, je ne peux plus l'interroger sur la vérité des faits, je ne peux plus me protéger, alors que dans la charte québécoise, il est écrit tout accusé, parce qu'il m'a accusé entre autres comme quoi j'aurais harcelé Mitsoujilina selon le rapport de police, tout accusé a droit à une défense pleine et entière, a le droit d'interroger et de contre-interroger les témoins. Non seulement ça, mais la juge Suzanne Tessier m'a fait de la pression pour signer une expertise psychosociale. Et je vais expliquer dans les prochaines vidéos pourquoi cette expertise psychosociale est dangereuse pour moi, car si un expert est choisi par le tribunal, il peut se baser sur les rapports de police où il y a des fausses informations sur moi, il peut se baser sur les rapports de l'hôpital, il peut se baser sur la version de mon mari, et moi, ma version n'est pas là. Non seulement ça, mais je ne peux même plus me protéger. Donc un expert peut conclure que j'ai un problème mental et je peux être enfermée indéfiniment dans un hôpital. Et donc cette vidéo-là, je l'ai faite pour prouver d'abord que ce qui s'est passé le jour où la police m'a emmené s'est fait dans l'irrespect de la loi, donc ne peut pas être utilisé contre moi dans un tribunal pour que je sois enfermée dans un hôpital. Ce qu'a dit mon mari, c'est une invention qu'il a faite de problème mental et que c'est des fausses informations et donc ça ne peut pas être utilisé, sa version ne peut pas être utilisée contre moi pour que je sois enfermée, que ce qui s'est passé au tribunal, et je vais détailler ça dans les prochaines vidéos, que ce qu'a fait la juge Suzanne Tessier, elle a fait un jugement qui, moi, m'empêche, qui va à l'encontre des droits qui me sont conférés par la charte. Donc là, j'ai prouvé qu'il y a eu des actions qui ne respectent pas la loi à partir du moment où j'ai voulu parler à la presse de la piraterie informatique. Donc maintenant que j'ai montré ces preuves, est-ce que le gouvernement canadien et le gouvernement québécois va enfin agir pour qu'on arrête d'atteindre à mes droits, pour que j'arrête d'être, parce que là moi je suis cachée parce que j'ai peur d'être enfermée et de perdre mes droits? Est-ce qu'on va agir pour que mon mari réponde enfin des actions illégales qu'il a faites pour me protéger, pour que je puisse enfin retourner et vivre près de mes enfants? Parce que ce n'est pas logique que je sois cachée et il faut que donc le gouvernement canadien agisse pour faire respecter la loi suprême du pays qui est la Charte canadienne des droits et libertés, puisqu'à partir du moment où j'ai voulu parler à la presse de ce qui s'est passé, plusieurs droits qui me sont conférés par la charte ont été bafoués. Donc, merci beaucoup. Et puis, dans les prochaines vidéos, je vais parler du reste de ce qui s'est passé. Merci beaucoup.